Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette toute petite vidéo. Les vidéoblogs de Blight dans la NBA Bubble. Voilà, en tout cas, très rapide vidéo pour discuter avec vous de quelque chose que j'ai constaté depuis la reprise de la NBA dans la bulle à Orlando. Vous avez suivi ça de très près. Donc depuis le 30 juillet, alors qu'on a pu être témoin d'une trentaine de matchs depuis la reprise de la NBA, eh bien il y a un phénomène que j'ai constaté et qui est confirmé quand on va regarder les statistiques. Est-ce que dans le monde merveilleux de Disney où tous les rêves sont possibles, est-ce qu'on n'aurait pas une bulle de toutes les surprises pour cette reprise de la NBA et pour clôturer l'exercice 2019-2020? Vous le savez, il y a 22 équipes qui ont été sélectionnées, les 22 meilleures, qui s'affrontent en terrain neutre, coupé du monde, à Orlando. Et sur les 31 matchs qu'on a pu visionner jusqu'à présent, 13 matchs se sont dessinés avec un score final de moins de 4 points d'écart, de 4 points d'écart ou moins, si vous préférez. Et on a donc une proportion de matchs serrés qui est absolument incroyable pour l'instant dans cette reprise dans la bulle d'Orlando. Ça fait à peu près 40% de fréquence de matchs ultra serrés, de matchs qui se sont joués sur les toutes dernières possessions de la rencontre. Et encore, quand je tiens compte de ces matchs qui sont finis avec 4 points d'écart, ça ne tient pas compte, par exemple, du match qui est allé en prolongation entre Oklahoma City et Denver, parce qu'au final, Denver s'impose d'une dizaine de points. Donc ça ne tient pas compte de ce match, mais qui est quand même allé en prolongation, qui a donc eu une fin de match, une fin de temps réglementaire ultra serrée. Et c'est d'autant plus spectaculaire que ce 40% de fréquence de matchs serrés dans la bulle, ça vient doubler la fréquence classique de matchs serrés qu'on avait pu constater sur la saison régulière normale, avec des guillemets, où on est à peu près 20% de rencontres, où en gros il y a 2 rencontres sur 10 qui se finissent sur les dernières possessions, qui se finissent dans une fin de match serrée. Et on a vu, regardez encore dans les matchs qui ont eu lieu hier, on a eu un Nets Bucks qui a fini avec 3 points d'écart, un Mavericks Kings qui finit à 4 points, les Suns qui s'imposent au buzzer sur un panier improbable de Devin Booker. Les 2 premiers matchs de la reprise avaient quelque part donné le ton aussi, avec Utah qui s'impose de 2 points, les Lakers qui s'imposent de 2 points. Et on a eu une journée, je crois que ça c'était le 1er août, on a eu une journée où on a eu 5 matchs qui se sont joués pareil, on a eu 4 matchs sur les 6 programmés je crois dans la journée qui sont terminés dans les dernières secondes. Et donc on a vraiment quelque part une homogénéisation des niveaux des équipes dans cette bulle qui est assez fascinante et dont j'avais envie de vous parler. Alors vous allez tout de suite me dire, oui mais attends Blight, c'est normal, on a sélectionné que les 22 meilleures équipes, on a écrémé les clubs très très faibles, les Knicks, les Hawks, les Cavs et compagnie, sans faire injure à ces clubs, mais ce sont des clubs qui étaient évidemment les plus à même à prendre des branlées, pardonnez-moi l'expression. On a écrémé ces clubs-là, donc c'est normal que le niveau s'homogénise, et en fait non, pas vraiment. En fait non, pas vraiment, parce que regardez les playoffs 2019, donc les playoffs, on écrème encore plus puisqu'on garde les 16 meilleures équipes. Regardez les playoffs 2019, on a eu un total de 17 matchs sur 82 qui se sont joués avec moins de 4 points d'écart. Donc 4 points d'écart ou moins, ça fait 21%. On retrouve la tendance d'à peu près un match sur 5 de la saison régulière. Donc l'écrémage n'explique pas qu'on a plus de matchs serrés. Et puis à contrario, dans les playoffs 2019, on a eu 19 blowouts. Donc ce que j'ai appelé un blowout, c'est un match qui s'est terminé avec 20 points d'écart ou plus, donc un match à sens unique. 19 sur 82, ça fait 25%. Et là, pour l'instant, dans la bulle d'Orlando, on n'en a eu que 2. On n'en a eu que 2 sur 31 matchs joués. Donc, NBA Bubble égale NBA plus homogène, et bien c'est ce dont on va parler. Alors, bulle NBA égale NBA plus homogène,
J'en parlais justement avec mon très bon camarade Simon, on en discutait de ce constat, et effectivement on arrivait à la conclusion que depuis la reprise de la NBA, on avait assisté à des rencontres qui étaient plus intéressantes parce qu'il y avait plus d'engagement, il y avait plus d'envie. Il y avait plus d'envie de défendre, il y avait plus d'envie de proposer quelque chose d'engagé. Alors ça se traduit pas forcément, c'est pas parce qu'on a plus d'envie en défense qu'on défend mieux, parce que dès lors qu'on fait preuve de plus d'envie en défense, on a l'attaquant en face qui va lui aussi essayer de faire preuve de plus d'envie pour surclasser cette très bonne défense. Et quand je regarde les stats défensives, globalement, la ligne médiane est au même niveau. Mais on a l'impression, pareil, on est dans le domaine de l'impalpable, mais on a l'impression d'avoir affaire à des rencontres où il y a plus d'intensité, où il y a plus d'engagement, où il y a plus d'envie sur le terrain. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, on se dit que cette bulle d'Orlando, en fait, place les équipes dans la situation dans laquelle sont placées les équipes nationales dès lors qu'il y a une compétition, une Coupe du Monde, des Jeux Olympiques. On est en terrain neutre, et dès lors qu'on est tous en terrain neutre, eh bien déjà, évidemment que ça gomme les effets négatifs des déplacements. Vous n'imaginez pas à quel point, à la veille d'une rencontre, c'est important de dormir dans son lit versus l'adversaire qui va dormir dans un lit dans une chambre d'hôtel. Vous n'imaginez pas à quel point vous gagnez en confort, en sérénité, quand vous dormez dans votre lit, là où l'adversaire sera peut-être arrivé la veille assez tard dans sa chambre d'hôtel. Il y a peut-être plein de choses qui ne vont pas lui convenir, il fera trop chaud, il fera trop froid, il y aura du bruit dans le couloir. Il va passer une mauvaise nuit et forcément ça va se retranscrire sur potentiellement ses qualités basket le lendemain sur le terrain. Là tout ça est gommé, puisque plus personne ne dort dans son lit, ou à contrario, tout le monde dort dans son lit, puisque chacun s'est vu affecter une chambre, chacun a son petit espace privatif pendant quelques semaines ou pendant plusieurs mois, en fonction de la longueur du parcours NBA de ses franchises et de ses joueurs. Mais toujours est-il que les effets négatifs des déplacements sont gommés, et même en play-off, où le rythme est un petit peu moins élevé des déplacements, il y a quand même des déplacements. Vous arrivez la veille du match, vous avez à J-1 un entraînement, le lendemain un shoot-around, vous avez la rencontre, ça joue 2 matchs, donc en gros vous passez 4-5 jours à l'extérieur, et puis ensuite vous revenez chez vous 4-5 jours, vous repassez 4-5 jours à l'extérieur, finalement vous faites comme ça un peu des allers-retours, et ça fatigue les métabolismes, ça fatigue les organismes. Il faut toujours 24 heures d'adaptation quand vous arrivez à un endroit, donc la première nuit elle n'est jamais optimale, c'est à partir de la deuxième nuit que vous commencez à bien récupérer. Et bien tout ça en fait est gommé, et c'est vrai que ça semble se ressentir en termes de qualité basket. Et puis il y a un autre truc qui ne peut que contribuer à avoir plus d'engagement, à avoir plus d'envie, c'est que tous les joueurs qui sont dans la bulle actuellement sont focalisés à 100% sur le basket, parce qu'ils n'ont absolument rien d'autre à faire. Le meilleur moment de la journée pour eux, c'est finalement quand il y a le match. Et il n'y a pas d'histoire de « Ah ouais, attends, dans 2 jours, on joue à Los Angeles. Alors qu'est-ce qu'on fait après le match, les gars? On va en boîte, on va à quelle boîte? On va à celle-là, à celle-là. Non, mais attends, on va à celle-là parce que je connais telle chanteuse qui sera là. Ouais, celle-là, ah ouais, elle est trop mignonne, ces nanas sont canons. Attends, est-ce que je peux venir avec vous? Vous n'avez pas les numéros?» Vous n'imaginez pas à quel point les mecs en déplacement peuvent digresser, on ne peut pas leur en vouloir, les mecs sont millionnaires. Ils ont envie de profiter de la vie. Ils ont envie de profiter de la vie dès lors qu'ils font des déplacements un peu dans les grandes villes, à Los Angeles, à New York. Et bien tout ça c'est fini. Les mecs ils n'ont rien d'autre à faire, et ils n'ont rien d'autre à penser que au basket. Donc forcément ils ont du temps de cerveau disponible pour se reconcentrer, et évidemment que eh bien ça semble une nouvelle fois aller dans le sens de matchs qui ont un petit peu plus d'intérêt, qui sont un petit peu plus qualitatifs. Évidemment qu'il y a des meilleures gestions des temps de repos, parce que quand le match est fini, eh ben, les mecs vont pas aller en boîte. Les mecs vont pas aller en boîte et revenir à 3h du mat, alors qu'il y a le shoot-around le lendemain matin à l'équipe à 9h. L'alimentation est plus saine, parce que les joueurs se font livrer des plateaux repas, on a vu sur Twitter ou sur Internet, eh bien, les joueurs partageaient avec nous ce qu'ils mangeaient, et effectivement on voit qu'il y a une alimentation plus saine. Donc même si un steak haché frites ça fait toujours plus envie qu'un petit saumon vapeur avec des haricots
On sait très bien que le petit saumon vapeur sur le long terme, ça sera mieux pour les organismes, ça sera mieux pour chacun. Donc ça aussi, ça crée finalement cet environnement très encadré où les joueurs n'ont quasiment plus d'autonomie, plus de libre arbitre. Et bien, in fine, même si c'est très contraignant, ça rejaillit sur eux et ça génère des effets positifs. Et puis il y a un effet d'émulation. Il y a un effet d'émulation parce que, imaginons qu'on est les Lakers, on voit LeBron qui est la star interplanétaire de l'équipe, qui est très focalisé, on passe quasiment 24 heures sur 24 avec lui. Il y a un effet d'émulation, on est en équipe, tout le monde veut bien faire, on voit la star qui est impliquée, et ça génère une émulation, et finalement tout le monde se tire vers le haut, et pareil, ça peut se retranscrire par plus d'envie, plus d'engagement sur le terrain. Donc, on a vu que 30 matchs, une trentaine de matchs, donc évidemment qu'il va falloir voir dans la durée si cette tendance se confirme. Mais en tout cas, c'est une bonne surprise de cette reprise dans la bulle NBA. Évidemment que sur cette fin de saison régulière un peu tronquée, il y a beaucoup d'équipes, je pense aux Lakers ou aux Bucks, qui vont aussi faire reposer leurs titulaires. Donc évidemment que ça, c'est à mettre en perspective. Parce que les Nets ont battu hier les Bucks, parce que les Bucks ont fait jouer leurs 5 majeurs entre 15 et 17 minutes. Donc évidemment que c'est propice à avoir sportivement quelque chose de plus homogène par rapport à son adversaire direct, mais en mettant de côté ces états de fait là, on a quand même globalement quelque chose qui semble, entre les meilleures équipes et les plus faibles présentes dans la bulle, quelque chose qui semble être beaucoup plus homogène, donc beaucoup plus intéressant. Espérons que cela dure pour la fin de la saison régulière et surtout pour les playoffs, avec des playoffs incroyablement engagés et où finalement tout est remis à plat et l'avantage du terrain ne veut rien dire. Donc c'est vraiment comme dans une compétition internationale, on joue vraiment le jeu de on va finir à telle place en perspective d'affronter tel adversaire et d'en éviter peut-être un autre. On suivra ça de très près. D'ici là, bon match à tous.